Le lendemain, j'allais là où Solange m'avait dit. Il n'y avait plus de travail. On disait même qu'on allait licencier. Un homme me suivait dans la rue. Il a essayé de me parler. On va faire un petit brin de promenade. Je lui ai dit qu'il perdait son temps. Laissez-moi tranquille. Je cherchais du travail. On va prendre un café alors. Il m'a demandé d'aller dans un café. Allez, vous fâchez pas. J'ai dit oui. Bon. Il n'y a pas d'amis. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'amis. Si je voulais aller chez lui, je suis parti sans boire. J'ai pris le métro, il était direct. Tu sais, Solange m'a Sylvie dit a en cassé le arrivant vase. que Sylvie avait cassé un vase, que c'était un cadeau de C'est Georges. joli. Ça m'ennuie, c'était un cadeau de Georges. Il y avait maintenant une photo de Georges sur le buffet. Une voisine est venue. Solange et elle sont allées à la cuisine. Je suis resté avec Sylvie. Le lendemain, je suis parti de bonne heure. Il fallait que je trouve quelque chose. Mais le soir, je suis revenu sans rien. Un homme était assis. Il lisait son journal. Sylvie était par terre, au milieu des épingles et des chiffons. Je l'ai ramassée. Solange m'a appelé dans la cuisine. Tu sais, Georges est rentré. Elle m'a dit que Georges était rentré, qu'elle ne pouvait pas me garder, Non, bien sûr. mais qu'elle ne me ferait pas payer les 3 jours que De toute j'étais façon, je te ferai resté. rien payer. C'est gentil. Et que si j'avais besoin d'argent plus tard, que je revienne la voir. Si t'as besoin d'argent, tu pourras revenir. Merci. Je suis parti, il faisait presque nuit. Ce soir-là, je ne sais pas comment j'ai trouvé un hôtel, mais jusqu'au lendemain seulement. Le lendemain, il fallait que je trouve une chambre pour plusieurs jours et que je donne Sylvie à garder pour pouvoir chercher du travail. Il me restait 7200 francs. Je suis d'abord allé prendre un café. La serveuse a été gentille. Elle a apporté un grand chocolat à Sylvie. Elle m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que je cherchais une chambre. Elle m'a indiqué un endroit où j'en trouverais une. J'y suis allée tout de suite. On m'a répondu qu'on aurait bien voulu me prendre, mais qu'il n'y avait plus de chambre libre. Elle est jolie, votre petite. La patronne a trouvé Sylvie gentille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Elle a dit que c'était dommage de voir des gens à la rue. J'ai marché. J'ai marché longtemps. Et je n'ai rien trouvé. On me disait partout qu'il n'y avait pas de chambre. Ça va, tu es bien? Bon, je voudrais remercier Bernard Pinon, dit Gaston, qui est venu de Lyon aujourd'hui et qui va repartir dans un petit moment, qui a avec sa femme Jill, ils ont leur dernier train à prendre, et pendant qu'ils sont là encore, dans la salle, je ne sais pas trop où, je voudrais remercier Gaston, qui m'a accompagné sur beaucoup de films
excepté les derniers. Gaston qui abandonnait sa ferme dans l'Yonne, qui abandonnait veaux, vaches, cochons, couvées pour venir travailler avec moi. Il était, je ne sais pas s'il faut nommer la chose, il était sur les films électromachinistes, mais ça ne veut rien dire. Il était surtout quelqu'un qui accompagnait l'équipe, on sera peut-être amené à en parler, mais pour moi, il n'y a pas une hiérarchie dans les films. En tout cas, ça ne doit pas exister, à mon sens. Donc voilà, Gaston qui m'a sorti de situations difficiles dans l'économie des moyens que l'on avait toujours pour faire les films. Je ne sais pas, j'aurais demandé à Gaston de me construire un aéroplane, il l'aurait fait. Il avait fait un travelling monorail pour la nuit claire qui permettait au personnage de ne pas avoir une vraie démarche, mais qui glissait, le personnage de Ritis, qui glissait sur ce travelling qui était avec un manche à balai, enfin qui ne se voyait pas évidemment, qui était masqué dans le plan. Je ne sais pas, Gaston a fait des projecteurs avec des boîtes de conserve pour le film L'été, qui est une de mes plus belles photos en noir et blanc, qui était fait avec l'aide de Babette Mangolt, qui était une merveilleuse que je n'ai pas revue depuis longtemps. Je crois qu'elle est aux États-Unis. Elle est l'opératrice de Chantal Akerman, enfin qui était aussi une merveilleuse assistante. Enfin, c'était tout un monde qui n'était pas, je l'ai dit, dans le cadre d'une hiérarchie, mais qui était une famille. Et pour certains d'entre nous, nous sommes restés une famille. Marcel, d'une certaine manière, enfin, tu viens de le dire, ton cinéma n'a jamais été, par choix et par nécessité, un cinéma hiérarchisé, un cinéma organisé comme le cinéma traditionnel l'est, c'est-à-dire verticalement. Pour en revenir presque à tes débuts, est-ce que tu peux nous dire, il me semble que ça va, c'est une question proche, est-ce que tu peux nous dire en 1957, au moment où tu réalises Une simple histoire, d'abord, d'où te vient le sujet, comment ce projet est-il né, et puis surtout, qui étais-tu en 1957, c'est-à-dire qui étais-tu par rapport au cinéma, dans un cinéma, je le rappelle, si on dit 1957, c'est 2 ans avant l'éclosion officielle de la Nouvelle Vague. Et justement, la Nouvelle Vague avait cette ambition de bousculer les organisations traditionnelles du cinéma, où il fallait parfois 15 ans pour devenir réalisateur, après avoir été 3e assistant réalisateur, puis 2e assistant réalisateur, puis 1er assistant réalisateur. Et certains n'étaient plus assez jeunes pour devenir réalisateurs, donc ils restaient assistants. Bref, c'était un système très encarté, très corporatiste, très hiérarchisé. Comment tu arrives dans ce cinéma, ou comment tu n'y arrives pas, et comment tu te positionnes par rapport à tout ça, pour faire un film qui, d'emblée, comme celui-ci, Une histoire simple, a été qualifié de film sauvage? Je suis ce personnage de dessin animé qui, en haut d'une falaise, marche, et puis il dépasse la falaise et il continue de marcher. Je suis ce personnage-là. C'est tout bête, mais j'ai simplement évité de regarder en bas, je serais tombé. C'est la seule recette.
Tu n'as jamais eu peur du vide, puisque avant même de faire du cinéma, tu as fait des études d'aviation et l'aviation est restée pour toi une passion. Donc visiblement, oui, la oui. question du vide n'était pas un problème, quoi. Je ne sais pas, je cherche une phrase qui a dit que, en tout cas, que le vide n'existait pas, que je ne sais plus. Non, le vide ne m'a jamais fait peur. Et donc, Oui, un film comme celui-là en 57, comment tu te lances? J'ai été comme ça, innocemment, je ne sais pas si c'est le mot, demander de la pellicule à la RTF à l'époque. La télévision française? La télévision française, oui. Enfin, il n'y avait qu'une seule chaîne, il n'y avait qu'une télévision et il n'y avait pas la possibilité de zapper, tout ça. Bon, j'ai été donc demandé. J'en avais eu auparavant pour d'autres choses, mais cette fois, c'était une chose de plus longue haleine. Je voulais traiter de cette histoire. Tu m'as demandé tout à l'heure comment c'était venu. Bon, simplement, j'avais lu cette histoire dans un journal, l'histoire de cette femme qui, dans la réalité, avait été recueillie par les gens par une collectivité, par les gens d'un immeuble, d'immeubles HLM à la périphérie de Paris, en bas desquels elle avait passé une nuit à bout de souffle. À bout d'argent, à bout de moyens. Et bon, j'ai d'une part vu les gens de ces HLM. Bon, j'ai discuté avec eux, je les ai interrogés, j'ai fait une enquête. J'écrivais un petit peu pour des petits journaux d'arrondissement, des choses comme ça. Enfin, des choses de gauche, quoi. J'ai aussi retrouvé, de fil en aiguille, enfin j'ai retrouvé cette femme dont l'histoire m'a servi simplement, m'a servi de trame, disons. Elle n'était pas exactement ce personnage. Sa fille était une toute petite fille en tout bas âge. Et bon, j'en ai fait... ça aurait été difficile de diriger une toute petite fille, quoique je ne crois pas à la direction d'acteur, et de ça on pourra reparler si on a le temps. Je ne crois pas à la mise en scène. Donc j'ai réuni des amis, on m'a présenté cette merveilleuse comédienne, Micheline Besançon, qui est vraiment extraordinaire. Et là, est-ce que je connaissais déjà? Je ne sais plus, parce qu'il y a des choses dont je perds la mémoire. Même à brève échéance, je perds la mémoire de certaines choses. Est-ce que c'est Raymond Jourdan qui m'avait présenté Micheline Besançon, qui lui était marié à l'époque avec Gilette Barbier, qui est une hôtelière là, que l'on voit. Raymond Jourdan, qui est un grand comédien, qui a été le Colbert de la prise du pouvoir par... le film de Rossellini. Le film de Rossellini, voilà. La prise du pouvoir par Louis XIV. Par Louis XIV. Un film que j'ai découvert à New York. Enfin, une amie m'a amené le voir, mais je ne connaissais pas, bien longtemps après avoir fait une simple histoire avec Raymond Jourdan. Donc voilà, c'est ce merveilleux comédien. Et il y a une amie de l'héroïne qui est morte récemment, qui est Madeleine Marion, qui était, pas à l'époque, mais qui depuis a été à la Comédie Française, enfin qui était aussi une personne très simple, une très grande comédienne,
enfin qui n'a pas eu, beaucoup de grands comédiens n'ont pas eu forcément la carrière qu'ils auraient méritée. Voilà, j'ai travaillé avec ces gens-là et je ne prétends pas, il faudrait en reparler, enfin je ne prétends pas en tout cas les avoir dirigés. Mais c'est un autre problème, c'est un autre aspect. Je ne sais pas si dans le peu de temps que l'on a, il sera possible d'aborder différents problèmes. Enfin, ça demanderait différentes séances, différents ateliers comme celui-là. Oui, Bernard ? Avant qu'on revienne à cette question-là de la direction d'acteur ou de la mise en scène, dis-moi quand même, est-ce qu'en 1957, au moment où tu réalises ce film sur une anonyme, une oubliée ou une déclassée, est-ce que tu mesures, même évidemment à ce moment-là, même évidemment avec tout ce que ça a de transposition, est-ce que tu mesures la part d'autoportrait dès ce moment-là, ou est-ce que tu ne t'es rendu compte d'une certaine manière qu'après coup, que tu pouvais dire comme Flaubert, Madame Bovary c'est moi, que tu aurais pu dire elle c'est moi, au sens où toi aussi, en tant que créateur, tu t'es situé très vite à l'écart. J'ai vécu la chose à l'époque spontanément. Et de plus en plus, mes films ont eu une adéquation de moyens avec ce que je devenais. Bon, là, j'ai tourné, mais est-ce que je m'en rendais compte ? J'ai tourné dans une certaine misère, disons, et qui était celle du personnage, celle de l'héroïne. Enfin, de plus en plus, il y a eu cette symbiose dans mes films de l'action du film, si tant est qu'on puisse parler d'action, et de la situation même du film. Enfin, j'ai de plus en plus sans doute parlé de cinéma, et sans doute je le faisais aussi dans ce film, mais sans que ce soit patent, évident. C'est-à-dire que c'était dans la manière dont le film était traité. Je donnerai un exemple, c'est-à-dire quand j'ai eu l'obligation, la télévision m'avait donné la pellicule et je devais monter le film dans le cadre de la télévision, et on m'attribuait un monteur qui était au départ davantage un administratif qu'un monteur. Enfin, on distribuait des rôles comme ça, vous serez monteur, etc. Bon. Et d'une manière corporatiste, syndicalement, il avait l'obligation d'être vissé à la table de montage. Je ne pouvais pas prendre sa place. Hein. Ça faisait un problème. Il fallait aller chercher le délégué syndical pour... Et bon, j'étais tout neuf dans le cinéma. On prenait plus ou moins au sérieux. Et voilà, alors j'ai passé, je crois que le montage a duré une quarantaine de jours. Enfin, c'était une espèce de quarantaine, dans le fond. Et pendant ces 40 jours, on a failli en venir aux mains avec ce monteur, hein, parce que, voilà, je lui disais, toutes les fausses coupes, enfin, il y en a eu quelques-unes, là, les faux raccords, les fausses coupes, etc., je lui demandais de faire ça, et invariablement, il me répondait c'est pas possible. Moi, j'étais intrigué quand même, et je disais mais pourquoi c'est pas possible? Et il me disait mais c'est parce que ça s'est jamais fait. Bon, enfin, je crois pouvoir dire, et c'est vrai historiquement que Godard l'a fait après moi, dans Un bout de souffle, enfin, qu'il a écrit et connu ce film, Une simple histoire. Il a écrit sur ce film. Oui, il a écrit dans Art, qui n'existe plus, enfin, ce journal. Mais effectivement, c'est un film qui parle beaucoup de cinéma, même si le sujet n'est pas le cinéma, évidemment, oui. De par le montage. On a choisi cet extrait aussi parce que j'aime beaucoup, qui prouve quand même aussi, indépendamment de l'amour que tu peux avoir de ce qui ne se fait pas, la science du montage, le moment où elle cherche une place, on la voit sortir du bureau, un camion passe et le montage organise une boucle temporelle puisqu'elle dit à ce moment-là, on la retrouve à la même place et elle dit le lendemain il n'y avait rien.
alors que d'une certaine manière, ni on a vu la coupe, et en quelques secondes, c'est joué 2 jours. Quoi. Oui. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait une très forte conscience des possibilités du montage. Oui, mais c'était peut-être davantage intégré, ça se montrait moins sans doute que dans mes films d'aujourd'hui. Ça se montrait moins que dans mes films d'aujourd'hui. Je suis actuellement... je dirais que j'ai une double joie aujourd'hui, celle d'être ici, d'avoir été, ce que je peux dire, sollicité par la Cinémathèque pour montrer mes films. Est-ce moi qui ai été solliciteur? Et de monter un film. Nous sommes en train de monter un film qui s'appelle Cello, et qui est un surnom qui m'avait été donné, Marcello, Cello. Et ce film est un film étrange. Il montre 2 comédiennes, Lucienne Deschamps, Stéphanie Serre, Stéphanie qui a fait la conférence de l'autre jour, qui n'est pas, à vrai dire, comédienne. Et je lui ai demandé de jouer un 3e rôle. On est 3 donc à l'écran. Et ce film parle essentiellement le propos verbal et la manière dont les plans s'articulent, dont le film est monté. Ça se donne directement comme du cinéma. Enfin, c'est essentiellement du cinéma. Et c'est une démarche dont je me suis approché de plus en plus. Peut-être est-ce que j'avais moins conscience de faire ce travail que je faisais. Ces fausses coupes, ces faux raccords, ces jump cuts, ces raccords dans l'axe, tout ça. Je le faisais par une nécessité intérieure, mais qui ne se définissait pas pour moi comme une recherche absolue du cinéma. C'était une écriture qui se dictait, voilà, qui d'une manière inconsciente peut-être, enfin, se départissait des règles justement, des règles que j'ai toujours voulu transgresser. Enfin, pour moi, il n'y a pas de règles. C'est ce qui pourrait faire le cinéma, c'est ce qui pourrait faire le cinéma quotidien, c'est de se départir de toutes les règles possibles. Or, le cinéma est bâti sur des règles qui, au départ, sont des règles industrielles, sont des règles corporatistes, sont des règles de toutes sortes, mais qui n'ont rien à voir avec le langage. Enfin, voilà. Moi, je me suis attaché à cela, et de plus en plus, peut-être, mon cinéma s'est défini comme un cinéma proche du langage, devenant spécifique. C'est-à-dire que de plus en plus, mon cinéma, le cinéma que je fais, se pratique dans le sens d'une musique. Enfin, au point que, justement, j'essaye d'écrire comme on composerait peut-être. J'essaye d'écrire mes films sans y mettre de musique. Et en faisant une construction cinématographique et musicale, justement, étant entendu pour moi qu'il n'y a pas de frange, de frontière entre les différentes écritures artistiques, disons, j'aime pas tellement le mot, mais entre la peinture, la littérature, le cinéma, il n'y a pas de zone infranchissable. C'est la même démarche. Et aujourd'hui, je ne peux pas essayer de tout faire, mais aujourd'hui, je m'accommode et j'ai du plaisir à écrire littérairement autant que j'ai du plaisir à faire des images. Voilà.
Oui. Comment avec le recul, comment tu expliquerais ce que tu viens de dire? C'est-à-dire que d'emblée, tu as eu envie, et je dirais pour toujours, de transgresser. Comment cette transgression, pour toi, t'a paru aussi naturelle? Après tout, tu aurais très bien pu commencer à faire du cinéma et puis en faire, en respectant plus ou moins les règles. Pourquoi, sans aucune, je dirais de ta part, provocation particulière, la transgression t'a paru la voie à suivre? D'où ça te vient, cette idée-là? Cette transgression est une transgression politique. Je veux dire par là, en fait, en faisant ce film, Une simple histoire, je suis parti d'une histoire sociale, enfin, et politique. Et c'est pourquoi il m'est apparu d'emblée, et d'une manière même tacite, qu'il était nécessaire de transgresser ce qui est le spectaculaire, enfin, D'emblée, je n'ai pas voulu faire et du spectaculaire et du divertissement. Et j'ai voulu avoir avec le spectateur un rapport dans lequel le spectateur est responsabilisé. Après tout, le spectateur est responsable autant que moi de ces transgressions. Je ne sais pas si je suis clair en essayant d'exprimer cette chose. Cette transgression lui dit Qu'il est libre. Qu'il est libre, et indirectement, oui, lui dit qu'il est libre, lui dit qu'il est responsable. Et j'ai l'ambition de rendre le spectateur responsable de ce qu'il regarde. Et en fait, bon, c'est mon cheval de bataille, j'ai l'impression de radoter des fois quand je dis ça, mais je ne m'adresse qu'à un individu à la fois. Et à cet individu, il est possible de s'adresser de la manière la plus poussée, la plus provocatrice. Je ne sais plus, En tout cas, ce que j'entends, moi, quand tu dis ça, ça me fait penser à ce que tu as beaucoup dit, beaucoup écrit et beaucoup montré dans tes films, c'est que l'une des conditions pour que le spectateur trouve cette place ou se sente regardé par ce qu'il regarde, c'est ce travail permanent et continu que tu as mené de retranchement. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours eu l'impression, en voyant tes films, que tu avais travaillé à en enlever. Alors, parfois, tu mets des images à la place de d'autres des images que tu refuses, ou je me souviens je ne sais plus où j'ai lu ou vu ou entendu de toi, que quand tu as tourné le film qui s'appelle Un film, et qui est sous-titré Autoportrait, et qui date de 1983, tu devais aller tourner aux États-Unis, tu avais une caméra, et cette caméra est tombée très vite en panne. Et qu'à la place de ces images qui n'ont pas eu lieu, puisqu'elles n'ont pas pu être tournées, tu as fait les photos, et à partir de ce manque et de ce qui existait quand même, tu es parti de là pour faire le film. Et le film s'est composé, entre autres, de ces photos. Mais autant tu peux procéder comme ça, c'est-à-dire, il y a un manque, je pars de ce manque plutôt que de me dire, il y a un manque, c'est raté. Et puis aussi, tu retranches, tu enlèves. Là où tu pourrais montrer, tu ne montres pas. Et dans cette collure ou dans cette absence, j'ai l'impression qu'il y a une place pour le spectateur. Oui, c'est sa vraie place. En fait... Peut-être par un raisonnement absurde, le cinéma, le spectacle n'aurait pas lieu d'exister. Et le spectateur vivrait sa propre vie et ne vivrait pas par procuration les aventures d'un tel, d'une telle, enfin voilà. Oui, ce dont j'ai perdu le fil tout à l'heure, c'est simplement ce que je voulais dire, c'est que oui, que mon cinéma, le cinéma que je fais, s'adresse à un spectateur à la fois et non pas à une pseudo-entité qui se nommerait le public. Et je dis que le public n'existe pas.
Le public est un alibi. Le public sert à faire passer toutes sortes de choses et à dire le public demande. Mais c'est tout à fait informel, cela. Le public ne demande rien du tout. Il n'y a pas de public qui demande. On entretient des besoins, on entretient un divertissement. Voilà, on entretient une artificialité, on entretient du politique. Parce que si je dis que je fais du cinéma politique, il est évident que tout le cinéma est politique et que dans le sens du divertissement, il est politique parce qu'il divertit et il distrait de la réalité de la vie, de notre réalité quotidienne. Et je me retourne vers le quotidien. Et c'est du quotidien que je fais un film. Mais c'est en même temps, et je m'en rends compte au fur et à mesure, que c'est un quotidien pérenne. J'étais très surpris l'autre jour en revoyant un film que je n'avais pas vu depuis longtemps, combien il y a du fait de ce qu'il y a une quantité de choses qui sont des choses d'aujourd'hui. Mais je me rends compte, avec beaucoup de prétention, d'orgueil peut-être, mais que mes films ne vieillissent pas, parce qu'ils sont toujours dans le présent. Je fais des films au présent. Je ne fais pas de films passéistes, je ne fais pas de films en regardant dans un rétroviseur. Je le fais parfois, mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas tourné vers le passé, ce serait plutôt tourné vers le futur. En tout cas, c'est au présent. Et ce présent oriente vers le futur. Et ce présent, me semble-t-il, a une action politique. Le politique n'est pas ce qui s'affirme directement politique et qui a un propos, je ne sais pas, je le dis aussi dans l'automne, où j'ai dit par exemple, on me l'a redit récemment, qu'il n'y a plus de... il y a plus de politique dans Persona de Bergman à travers le bonze qui brûle au Vietnam ou le petit enfant juif qui lève les bras en l'air que dans n'importe quel film marxiste-léniniste d'aujourd'hui. Je l'ai pensé très, très profondément. Voilà, le politique n'est pas là où il se dit, où il s'affirme. Il est dans tout notre quotidien, y compris dans ce qui est négatif, justement, qui, je pense, est négatif, et de ce qui montre, peut-être, je ne sais pas, peut-être suis-je austère, mais je n'aime pas le divertissement, je n'aime pas l'émotion, en tout cas celle qui est cultivée, qui se veut d'emblée émotionnelle et qui suscite l'émotion et qui, de nos jours, le suscite de plus en plus, l'émotion, la compassion, etc. Et puis on se lave les mains, on a traité des problèmes. Mais justement, on a éloigné les problèmes, on n'a pas traité des problèmes. Et même si ça n'en a pas l'apparence, je crois que mes films peuvent avoir, sans que ce soit péjoratif, un aspect pédagogique et par la bande, par le biais, par la métaphore, enfin, traite du politique. Mon cinéma est essentiellement politique. Ça peut surprendre ce propos, ça peut surprendre certains, mais j'affirme, sans le nommer, sauf là, verbalement, oralement, que mon cinéma est politique, est absolument politique. Parce qu'il suscite l'éveil du spectateur, et c'est ça qui est important. Il suscite l'homme de la cité, il provoque, je veux dire, il suscite la réflexion de l'homme de la cité. Je crois qu'on ne peut pas ne pas faire certaines réflexions sur mon cinéma, en être irrité, en être bien sûr provoqué.
Voilà, je crois que c'est la seule manière, que le reste est démagogie, que le reste est inutile et superflu, et que ce qu'on cherche, chacun cherche à se donner bonne conscience, mais c'est une manière d'évacuer les problèmes et de s'évacuer soi-même. En fait, quand je t'écoute, je me dis, ton cinéma est politique, et ce qui est pernicieux, disons, dans le divertissement, c'est qu'il avance masqué. Enfin, il avance avec le masque du divertissement, qui consiste à divertir, mais son propos est idéologique, c'est-à-dire que c'est évidemment une ambition idéologique que de détourner l'attention. Mais je reviens, alors peut-être que tu vas me dire que là aussi, parce que je pense que c'est très important d'expliquer ça, que ça aussi c'est politique. Je reviens une dernière fois à une simple histoire. Quand le film est sorti, pour ceux qui l'ont vu, certains ont été surpris, d'autres ont ricané, parce que tu avais, et de manière suffisamment affirmée dans le film pour pas que ça passe pour un amateurisme ou une erreur, c'est ton traitement du son dans le film. Ça se voit pas tellement dans cet extrait, sauf un peu quand elle discute avec la logeuse, mais le film a un parti pris au son, qui est que d'abord, il n'y a pas de son, il n'y a pas de prise directe, sauf une sorte de son témoin pour les dialogues. Mais surtout, tout le film est dit en voix off par la comédienne, comme si elle-même était à la table de montage en train de regarder les images du film que nous sommes en train de voir. Et elle redouble par son commentaire ce qu'elle fait à l'image, ou elle redouble par son commentaire ce qu'elle dit à l'image ou ce qu'on lui dit. Et donc, il y a un chevauchement permanent, parfois une coïncidence, parfois un retard, parfois une avance, du son off sur le son in. Ça, comment ça t'est venu? Pourquoi? À quoi ça t'a servi? Et est-ce que ça t'a étonné les réactions par rapport à cette, là encore, transgression? Ça m'est venu par des contingences. Et ça m'est venu par des hasards. Ce que j'essaye de cultiver dans le cinéma que je fais, c'est la contingence et le hasard. Tu as parlé tout à l'heure l'aléatoire. Tu as parlé tout à l'heure de retranchement. En fait, les petits moyens m'ont donné la nécessité de trouver des choses que justement ne fournissent pas les petits moyens et que le luxe cinématographique, ça c'est important, cette notion de luxe que j'aurais tendance à appeler luxure même. Oui, je voulais dire... C'est l'économie des moyens. L'économie des moyens. En fait, j'ai tourné une simple histoire, c'est tout bête, ça me fait rigoler d'avance comme ça, avec vraiment comme un amateur. C'est-à-dire que je n'avais pas de caméra sonore, j'avais une Pathé Vébo, je ne sais pas si certains connaissent la Pathé Vébo, c'était une caméra, une très chouette caméra, mais qui se remontait. À ressort. À ressort, voilà. Donc d'abord, les prises de vue avaient un temps limité, d'une part, et puis d'autre part, le son, il s'est constitué, il s'est fait après. Il s'est fait après en post-synchronisation, avec des moyens aussi qui étaient des moyens de pionniers un petit peu. Hein. Il y avait à l'époque à la RTF un tout petit studio, le nom de l'ingénieur du son qui était un très chouette type, enfin, m'échappe là comme ça, je ne sais pas si c'est pas Bonne Maison ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas revu, je ne sais pas, on s'est perdu de vue. Donc le son a été fait après coup. Et alors j'ai pris une habitude par rapport à ces contingences, par la suite, enfin j'anticipe un peu là, mais tous mes films, je les ai volontairement, à part un ou deux films qui ont été tournés avec quelques petits moyens, avec des moyens, je les ai tournés sans son, avec une caméra bruyante,
sans même de son témoin. Et j'ai reconstitué les sons, non pas en les post-synchronisant, en les passant dans un studio avec soit le texte écrit sur une bande horizontale qui passe, une bande rythmo, ou avec des chiffres, une bande chiffrée, ou presque mécaniquement, les comédiens en studio disaient le texte. Et j'ai toujours préféré faire dire le texte tout à fait en dehors de l'image. D'abord, c'est économique, on n'est pas en studio avec l'image projetée, ça se faisait n'importe où. J'enregistrais les dialogues que je synchronisais ensuite sur une table de montage. Et il se trouve, il y a tellement de choses à dire, enfin je m'aperçois au fur et à mesure qu'on peut avancer qu'il y a immensément de choses à dire et qu'il faudrait passer beaucoup de temps ensemble. Vous êtes prévenu. Je synchronisais à la table et ça donnait des choses qui sont dans la lignée de cette étrangeté des sons qui se superposent. Mais c'est... ça donne des choses qui... Ça donne des retards dans la synchro. Ça donne l'obligation de couper dans des sons parce que le rythme d'enregistrement est plus lent que le rythme qui a été parlé. Et ça donne de fausses synchronisations. Ça donne un soupçon de désynchronisation comme ça. Ça donne quelque chose de trouble qui est trouble pour le spectateur. D'abord pour moi-même à la table de montage, et le spectateur se retrouve comme à la table de montage. C'est ça qui est important pour moi. C'est quand même que le spectateur, justement, connaisse véritablement le processus du film, qu'on ne lui dicte pas comme ça une chose préétablie, une chose fabriquée. Enfin, c'est quand même du fabriqué ce que je fais, mais c'est d'une autre manière et ça se donne comme du fabriqué. Donc, quand on a monté ces sons, à la fois, j'écoutais, je voyais l'image, j'écoutais tout ça, et ça m'a, j'explique mal peut-être, mais ça suscitait de mélanger les sons. Je ne sais pas, est-ce que j'ai pas découvert ça à un moment où j'ai écouté deux sons en même temps, ou à la suite l'envie de faire cela, de faire se chevaucher les sons. Je dirais donc que, je dirais ça aussi justement, c'est que on n'est pas entièrement responsable d'un film. Il ne faut pas vouloir, d'une manière forcenée, maîtriser totalement le film. C'est souvent le film et le son tel qu'il apparaît là qui se dicte à vous. Et il faut savoir prendre cela en compte. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire bon, j'ai écrit mon film, il est tel quel, et il restera tel quel, et je l'ai coulé en bronze, et il restera de bronze. Non, il y a tant de hasards, et ces hasards se provoquent, c'est un paradoxe sans doute, davantage à travers ce que tu as nommé retranchement, justement. La construction, c'est, comme j'ai appelé un de mes derniers films, déconstruction, c'est enlever, c'est ôter, c'est épurer, c'est laisser l'essentiel. Ce n'est pas surajouter, ce n'est pas... c'est enlever. Mais encore faut-il savoir, vouloir, croire qu'on doive le faire. Il faut le faire. Mais on aurait tendance à ajouter, surajouter, à additionner, alors qu'il faut soustraire. C'est une espèce un film est une espèce, je ne sais pas, de synthèse soustractive, plus qu'additive. Et ça, je crois que
peu de cinéastes l'entendent ainsi. Et je trouve que c'est dommage. Mais je n'ai pas peur de retrancher. Je ne m'enlève rien à retrancher de mon film. Alors que mes films sont proches de moi, des autoportraits, tout ça, ils sont très éloignés de cette espèce, c'est pas le mot juste, de narcissisme qui fait que le cinéaste ne veut pas amputer son film. Mais quand tu dis retrancher, c'est une méthode très rigoureuse, presque rigoriste. Enfin, il y a une forme dans ta manière de travailler, dans ta manière d'aimer aussi la salle de montage. Enfin, tu y as consacré un film l'automne, c'est-à-dire qu'on sent que tu aimes cette réclusion, on sent que tu aimes être enfermé. Il y a quelque chose là dans cette pratique qui te rapproche beaucoup d'une pratique ascétique. Et peut-être que par là, dans cette manière que tu as de travailler la matière, on peut aborder la question justement de l'éthique de la matière. Il me semble que beaucoup de tes films en témoignent par leur sujet. On en verra tout à l'heure un extrait de Je meurs de vivre. Mais il y a chez toi, je ne dirais pas une obsession du religieux, mais il y a une mystique. Pour moi, c'est sacré. Il y a disons, du sacré. Alors que tu es par ailleurs, j'ai envie de dire, un matérialiste, au sens où tu ne supportes pas au cinéma que le cinéma se donne comme transparent. Tu ne supportes pas qu'on te montre un film sans que le film, d'une manière ou d'une autre, se dise un film. Donc, tu as besoin que le cinéma se matérialise sous les yeux du spectateur. Et en même temps, tu ne cesses de vouloir, en quelque sorte, élever la matière, j'ai envie de dire, je ne sais pas à quel niveau d'esprit ou à quel niveau d'immatériel, mais me semble-t-il, enfin, c'est comme si tu faisais un travail de transmutation, de transfiguration. L'obsession, ça se voit dans Une simple histoire, ça se verra aussi dans Jung et dans d'autres films, l'obsession que tu as à filmer les visages, indépendamment de la pulsion érotique qui anime les cinéastes à filmer un visage de femme ou d'homme, il y a chez toi aussi quelque chose de l'ordre du halo, de l'aura, du sacré. Comment tu sens que, d'une certaine manière, tu fais du cinéma, j'ai presque envie de te dire, mais c'est trop, comment dire, que tu as mis le cinéma à la place de Dieu. Je ne sais pas si tu crois ou si tu ne crois pas, mais pour toi, le cinéma a presque l'importance d'une croyance. Enfin. C'est pas vraiment une question. Bon, en tout cas, il est évident pour moi qu'un film est une espèce d'ascèse. Et je ne sais pas, il y a un autre mot, mais qui m'a échappé, que tu as prononcé. Je ne sais pas, tu as presque tout dit, dans le fond. Enfin, c'est un peu facile. D'abord, ce n'est pas une question, tu l'as dit toi-même. Oui, ce n'est pas une question, donc je ne peux pas y répondre. Non. Ça restera mais en alors, porte-à-faux. Je reformule. Pourquoi ou comment tu ressens que très souvent, tu t'es approché de sujets qui traitent finalement de la croyance et de la foi? Il a bien fallu que ça te concerne. Je ne crois pas qu'il y ait en tout cas de véritable mysticisme. Enfin, c'est moi qui dis ce mot, ce terme. Mais bon, il y a des propos de mystique qui sont pour moi des propos très, ça peut apparaître comme une contradiction, mais très matérialistes, bien que n'en ayant pas la consistance et l'apparence. Je ne sais pas, moi, il y a des personnages qui me sont... il y a notamment une femme que je nommerai, qui est Thérèse d'Avila, que je trouve être une femme extraordinaire, parce qu'elle a été incontestablement une mystique, mais elle a été extrêmement matérialiste, ne serait-ce que par
les missions qu'elle s'était données de construire matériellement des couvents. Elle avait à l'époque une situation tout à fait ingrate. C'était une juive convertie. Ça ne se sait pas beaucoup. Mais elle a plus ou moins eu affaire à l'Inquisition. Enfin, elle a été menacée par l'Inquisition. Et c'est quand même le courage de cette femme. Il faut se replacer dans les époques aussi, je crois. Il y a la pérennité des histoires, mais l'histoire elle-même, à l'époque, l'appréhension de la religion, du mystique, ne pouvait pas être la même qu'aujourd'hui, absolument pas. Je ne sais pas si je m'égare, peut-être. Égare-toi. Oui, égarons-nous. Voilà, ça partait de la question que je pourrais être... Tu pourrais bien être un mystique. Oui. Je pourrais bien être un mystique. Que tu aies cité Thérèse d'Avila, ça me fait très plaisir parce que moi, quand je vois ton cinéma, c'est à Saint-Jean-de-la-Croix que je pense. Oui. Et qui était l'ami de Thérèse d'Avila et son confesseur, qui a écrit La Nuit obscure. Oui. Et je pense très souvent... Et toi, tu as fait La Nuit claire. En pensant à La Nuit obscure. Voilà. Et que je pense que très souvent, tu vis le cinéma effectivement comme un lieu, une caverne, une grotte, un noir absolu. Dont va sortir effectivement ce qu'on appelle la projection, enfin la lumière, l'incarnation, l'image. On est dans ce registre iconologique-là, quoi. C'est la caverne de Platon, quoi. Oui. Oui. Alors, bon, disons sur l'autre versant de ce... Puisque d'une certaine manière, un mystique ne peut pas se poser la question du bien ou de la foi sans se poser la question du mal absolu. Et j'ai le sentiment qu'avec un film comme L'authentique procès de Karl Emanuel Jung, que tu réalises en 1967, et qui est la reconstitution imaginaire, le faux procès d'un criminel de guerre nazi, que tu te poses la question en imaginaire, mais avec aussi des faits avérés, tu te poses la question du mal absolu, où... comme le disait à ce moment-là Hannah Arendt dans la même époque, le procès Eichmann c'est 61, Hannah Arendt publie le procès Eichmann, étude sur la banalité du mal en 63. Toi tu fais l'authentique procès de Karl Emanuel Jung en 66. Quelle est la motivation à ce moment-là pour inventer ce film sur le mal absolu et de quoi tu pars, de quelle matière? Là tu as dit pour une simple histoire, je suis parti d'un fait divers. Là, de quoi tu es parti comme terreau, comme matériau? D'où viennent les textes que disent les témoins pour raconter l'horreur? Les textes viennent aussi du procès Eichmann. Ils viennent principalement d'un des derniers procès de criminels de guerre nazis en Allemagne. C'était à Francfort. C'était le procès de 43 accusés. Et j'ai voulu cristalliser, je l'ai dit l'autre jour, la responsabilité de gens divers qui étaient des bourreaux, des administratifs, des médecins expérimentateurs, tout ça. J'ai voulu concentrer ça, cristalliser ça en un seul personnage, qui est donc ce personnage imaginaire qui s'appelle Jung et qui, ça m'est venu à partir de la phrase de Brecht qui dit qu'il est encore jeune et fécond, le ventre qui a enfanté le nazisme. La bête immonde. Oui, la bête immonde, enfin je ne sais plus exactement la phrase. Et bon, il y a ça, il y a le tortionnaire en Pologne qui... Rudolf Heuss, pas S, Rudolf Heuss, qui avait été commandant d'Auschwitz, qui a été exécuté en Pologne, mais avant d'être exécuté, il était en prison, il a écrit ses mémoires et une tentative
de justification de ses actes. On dit qu'il pensait peut-être être gracié, ne pas être exécuté à cause de cette confession. Et il y a aussi une part d'un médecin de Mengele et d'un médecin juif hongrois qui avait travaillé et qui avait été forcé de travailler avec Mengele sur des expériences que faisait Mengele et qui avait écrit, je crois que son livre s'appelle « J'étais médecin à Auschwitz », oui, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai voulu concentrer cela. Et aussi, ce qui m'avait frappé, c'est le dernier plan du film, en tout cas, c'est que c'est pas une chose anecdotique et qui se voudrait, bref, enfin bon, j'ai pas le mot, qui se voudrait curieuse, enfin c'est. Mais le procès s'est effectivement à Francfort terminé après une vacance du procès, après une interruption. Il s'est terminé dans le théâtre municipal qui avait été réquisitionné pour terminer le procès. Ça s'était tenu dans une salle municipale de la mairie de Francfort. Et voilà, il s'est effectivement terminé dans un théâtre. On pourrait croire que c'est un effet que j'ai voulu, mais j'ai pris ça à la réalité. Le fait que ton film, toi, se déroule... Enfin, on en a la révélation à la fin, que le film se déroule dans un théâtre. Oui, on en a la révélation à la fin. Oui, non, Non, dis-moi. Non, j'allais te proposer qu'on voit un extrait du film, l'authentique procès de Karl Emanuel Jung, et puis après on continue à discuter du film. Donc on regarde 5 minutes c'est vers le début du film, et quelque chose qui met en place le dispositif du procès et du film. Je sais pas, bon, je dis simplement comme ça qu'il y a malgré tout des choses qui m'échappent comme ça on ne pourra pas tout dire ce soir, mais bon, non, je dis ça comme ça, quoi. C'est tout. C'est un petit sentiment de frustration qui n'est peut-être pas celui des spectateurs, mais pour moi, un public est toujours jeune et toujours en devenir. C'est pas par flatterie que je le dis, mais j'aime avoir affaire, comme récemment à Barcelone, en 2 occasions à Barcelone, de faire ce qu'on appelle des masters et d'avoir affaire à des jeunes. Et là, il y a, dans ces circonstances, il y a un échange qui pour moi est très gratifiant pour eux aussi. Et je veux dire qu'évidemment, on a beaucoup plus de temps que cette seule soirée prévue, quoi. Et non, mais je veux dire, je sais pas, je devrais pas le dire. Enfin, mais je veux dire que quelque part, ça te frustre. Ça me frustre. Voilà. Et c'est pas un reproche. Je l'entends bien comme ça. On regarde l'extrait ? Oui. La langue est étrangère, c'est avec le décalage de la traduction que le journaliste suit les débats de ce procès. Karl Emanuel Jung, criminel de guerre, prévenu libre, homme de la rue. Un des traducteurs. Je suis le journaliste. Karl Emanuel Jung. Karl Emanuel Jung, criminel de guerre, prévenu libre, homme de la rue. Karl Emanuel Jung, chez lui, regarde à la télévision Orphée et Eurydice
de Christoph Willibald Gluck. À la place où je me tiens aujourd'hui pour requérir contre l'accusé, je ne me trouve pas seul. Avec moi se dressent ici des milliers de requérants. Des milliers de requérants. C'est en leur nom que je prononcerai cet acte d'accusation. Ce procès nous présente un assassin qui exerce assis à son bureau et ne tue que très rarement de ses mains. Un ordre de sa bouche, sa signature, déportait, frappait, torturait, anéantissait. L'accusé, un délicat, un intellectuel. Mais il est coupable au même titre que s'il avait lui-même noué la corde au cou de ses victimes. Chasser à coups de fouet les prisonniers dans les chambres à gaz, tirer les balles dans la nuque, précipiter dans la fosse commune chacun des assassinés, des professeurs et des savants, des dignitaires et des universitaires, ceux que l'on considérait comme l'élite intellectuelle de la nation, ses complices. Leur credo commun était, je cite, « L'esprit étranger est amollissant pour une race de seigneurs parce qu'il exalte l'amour des pauvres, le respect des petits, le repentir pour les péchés, la pitié, la douceur et même la simple bonté. » Bonté. Les questions comment et pourquoi se posent obstinément. Comment a-t-on pu en venir à des crimes de ce genre? Pourquoi des hommes ont-ils été capables de s'acharner sur des victimes innocentes? Et comment certaines victimes ont-elles pu supporter ces cruautés? Il pouvait arriver qu'un prisonnier, mis au travail dans l'atelier de couture, découvre soudain dans le tas de vêtements, volés, la robe de sa femme, le costume de ses enfants. Il ne hurlait pas. Il reprisait les trous qu'avaient fait les balles pour que les vêtements remis à neuf puissent être portés par les assassins. Voici maintenant quelques détails concernant l'accusé. Je connais la biographie de Jung par cœur. L'accusé dira avoir exécuté les ordres de ses supérieurs. Mais la conscience universelle a déjà jugé que les ordres contraires aux impératifs fondamentaux de la société humaine ne peuvent constituer une excuse pour celui qui les a exécutés, ni du point de vue juridique, ni du point de vue moral. Point de vue moral. Nous prouverons que l'accusé a agi de son propre chef. Au-delà des ordres reçus, le travail de l'accusé, pendant des années, fut un véritable apostolat. L'accusé a pu dire « J'ai demandé de ne jamais permettre de procéder aux exécutions par tireurs isolés. J'exigeais que tout un groupe tire en même temps pour éviter toute responsabilité individuelle directe. Je pensais que cela pouvait rendre les gens sadiques. En massacrant des milliers d'étrangers, on a supprimé des milliers de témoins. Il en reste encore pour exposer ce que leurs yeux ont vu, ce que leurs oreilles ont entendu, ce que leur cœur a subi. L'accusé va bénéficier d'un droit qu'il a dénié à toutes ses victimes. Il pourra se défendre devant le tribunal.
son verdict ne sera tranché qu'en conformité avec les lois. Et les juges prononceront une sentence juste et équitable. Équitable. Dis-moi une première chose peut-être un peu anecdotique. Comment est venu le nom, ce nom, d'où vient le nom de Carl Emanuel Jung? Est-ce que c'est une invention, c'est une contraction, Pourquoi s'appelle-t-il comme ça? C'est une pas un nom banal. Contraction. Enfin, Jung, je l'ai dit tout à l'heure, il est encore fécond, le ventre qui a inventé la phrase de Brecht. Carl Emanuel, c'est une extrapolation un peu facile, je ne sais pas, en pensant, mettons, à Carl Emanuel Bach, par exemple. Mais quel est le rapport? Je vous le demande. Il n'y en a pas, sauf qu'il a la même origine. On joue du Bach dans le film. Oui, si on veut. Voilà, ça pourrait être Carl Gustave, je sais pas, moi c'est ça que tu voulais me faire dire. Non, je voulais rien te faire dire. Alors, en revanche, je veux que tu m'expliques, parce que tout à l'heure tu as dit, au début, tu as dit « je ne crois pas à la mise en scène ». Donc je te propose d'expliquer ce que tu veux dire par « je ne crois pas à la mise en scène » à partir d'un exemple comme ce film ou cette séquence qui, pour un spectateur, est énormément mise en scène. C'est-à-dire que là, j'ai le sentiment, moi, en voyant Jung, que la mise en scène est très préméditée, très pensée, très élaborée. Les cadrages, la valeur des cadres, la valeur des plans, la manière dont le criminel est filmé est différente de la manière dont les témoins sont filmés. Bref, j'ai l'impression qu'il y a tout un dispositif très concerté, très pensé. Est-ce que c'est pas ça, la mise en scène? La mise en scène, c'est une espèce d'enfermement. En fait, tout à l'heure, en parlant de mise en scène, je parlais surtout de la mise en scène de l'acteur. C'est-à-dire, ça, je ne crois pas à la direction d'acteur, par exemple. Et autrement, et même la mise en scène de l'acteur se détermine à travers la technique. C'est-à-dire que l'image du film est de plus en plus cernée jusqu'à être totalement enfermée. C'est-à-dire que ça part de tous les paramètres d'un film, de l'angle, du cadrage, de l'éclairage, etc. Il y a une sorte d'entité qui fait la mise en scène. Et la mise en scène, dans la hiérarchie d'un film, elle serait, disons, et ça peut-être c'est un aspect mystique, on y revient, elle serait peut-être au-dessus du réalisateur. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment la tête du film n'est pas celle du réalisateur, elle est la tête qui est au-dessus du réalisateur dans l'esprit du film. C'est l'esprit d'un film qui dirige et qui se retrouve synthétisé à un moment du film, et notamment à la période, à l'instant qui n'est pas un instant, mais disons que cela comme ça, à l'instant du montage. Je ne suis pas clair? Si. Je voulais dire autre chose. Je pars dans des différentes directions. Je voulais dire que, par exemple, enfin, je ne sais pas, je vais donner un petit exemple qui est dans cet extrait qui vient de passer. Dans le fond, j'ai filmé, voilà, ma prétention d'aujourd'hui actuelle, c'est de faire non pas de la fiction, mais du documentaire. Et je dis que je filme mes acteurs en documentaire. Hein, ce ne sont pas des acteurs que je fais jouer. C'est en ça aussi que je dis qu'il n'y a pas de mise en scène. C'est-à-dire vouloir faire jouer un acteur, c'est une manière un peu forcenée de s'imposer,
d'une manière tout à fait artificielle, d'une manière, je ne sais pas, un peu paranoïaque, un peu de dire je dirige, je suis le chef, je suis le démiurge qui domine le film. Mais non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est fait de rencontres, c'est fait de hasard, c'est fait de... je sais pas, quand j'ai filmé les acteurs, d'abord souvent les textes n'étaient pas les textes eux-mêmes qui correspondaient aux plans, qui ensuite les textes ont été placés ensuite au montage. Mais peut-être pouvait-on parler, j'exagérerais, de n'importe quoi. Enfin, j'exagérerais en disant qu'on parlait je sais pas, d'un fait divers de la veille ou je sais pas quoi, mais c'était pas en rapport avec le film. Est-ce que ça correspond à des effets Kuleshov, c'est ça, non? C'est Kuleshov. Oui. L'effet Kuleshov serait par exemple ici que les acteurs jouent si peu, au sens d'expression, de physionomie, oui. que en quelque sorte leur visage est libre pour que nous-mêmes puissions projeter ce que nous sommes en train de ressentir à l'écoute de ce qu'on entend dans le film et des horreurs qu'on entend. Le visage du journaliste serait en quelque sorte libre, puisqu'il est impassible, et qu'il est en quelque sorte effondré par ce qu'il entend, mais de manière invisible. En quelque sorte, ça devient un espace d'écran libre pour nous, en tant que spectateurs, et pouvoir investir d'une certaine manière ce corps. C'est en ce sens-là que tu dis que personne ne joue, qu'il n'y a pas d'acteur, c'est que d'une certaine manière, ils sont en attente du spectateur? Oui, ou même dans des films où la prétention est de jouer ou de faire jouer. Je ne crois pas à ce qui est mimétique et répétitif, à ce qui est... Je ne crois pas à l'acteur, à vrai dire. Mais dire ça, c'est pas le minorer, mais c'est au contraire exalter l'acteur dans la mesure où justement on lui a fait confiance et où on l'a élu, où on l'a, je dis volontairement ce mot, où il a été éligible à partir de ce qu'il est normalement. On ne choisit pas n'importe quel acteur, on ne choisit pas un acteur et pour le forcer, ou alors ça peut être aussi volontaire, de faire jouer à contrario quelqu'un. Ça, c'est important aussi, toutes ces notions. Ce que je voulais dire, en donnant des exemples du film, c'est, par exemple, il sera affronté, je ne sais plus la phrase exacte, au tribunal. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté à ce moment-là l'acteur que j'avais filmé et qui avait un regard comme s'il parcourait le tribunal. Hein. C'est très fugitif, hein, cette chose. Peut-être lui avais-je demandé, je demande aux acteurs de faire beaucoup de choses. Bon, ben, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, sur aucun jeu de précis. Tu regardes en l'air, Et puis, au montage, on arrive à recréer des choses où les attitudes de Jean-Marie Serrault, qui est merveilleux, enfin, qui a accepté ce rôle, c'est Michel Lonsdal qui me l'avait amené. Ou est-ce que c'est Serrault qui m'a amené Lonsdal? Je ne sais plus. En tout cas, c'est le premier film que je tournais avec Lonsdal et c'est le seul film que j'ai tourné avec Jean-Marie Serrault. Je ne sais plus ce que je disais. Tu parlais des regards, enfin le fait que oui, des regards comme ça qui se placent et qui font partie de cet effet Kuleshov. On peut faire dire au montage, on peut faire des choses qui ne sont pas dans la réalité. Et il peut se produire par ailleurs des hasards qui nous ont échappé, qui nous échappent, des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas prétendre maîtriser un film, c'est le film qui vous maîtrise. Mais je n'ai pas peur de le dire, je veux dire, je ne me sens pas là frustré parce que je dis ça. Tu te sens pas dépossédé je ne me sens pas du tout dépossédé. De ne pas être maître de ton film. Non, je ne me sens pas dépossédé de ne pas être maître de mon film. Un film, c'est peut-être ça serait un petit peu, ça me vient comme ça dans l'instant. Je n'ai pas fait du cheval, mais bon, comme un cheval que l'on connaît bien et auquel on abandonne la bride, et voilà, qui vous conduit et qui vous mène.
Et c'est ça un film. Mais il faut savoir le faire, il faut vouloir le faire, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire je suis totalement le maître du film. Voilà. Je ne sais pas, je pense, ça peut être pris à l'envers, mais que le cinéaste devrait avoir une certaine humilité, une certaine d'accepter des accidents. Il se produit des accidents dans le film, mais il faut savoir les récupérer. Il ne faut pas dire j'ai pas voulu ça, alors je ne le prends pas. Je sais pas, j'ai eu des cas comme ça. Enfin, je ne m'étendrai pas sur. J'aurais donné un exemple, mais voilà, des accidents qui se produisent, une chose tout à fait imprévisible. Dans un cas comme ça, l'opérateur, qui était un grand ami, il s'est passé une chose accidentelle qui n'était pas prévue, et je lui en ai voulu parce que il a dit coupez, parce qu'il a vu apparaître dans le champ une chose qui n'était pas prévue. Mais cette chose, j'aurais aimé la garder. Elle ne pouvait pas être reconstituée. C'était, bon, je le dis quand même, parce que c'était la chute d'une plume qui a échappé de la main d'un assistant qui était perché sur une échelle. Et cette plume était une plume. C'est un film qui tourne autour de la chute d'Icare de Bruegel. Et cette plume véritable était une plume qui tombait des ailes d'Icare qui se cassaient la gueule. Voilà. Mais on n'a pas pu refaire la manière dont cette plume est tombée, ne pouvait pas être reprise. Et là, il n'y avait pas de direction de plume. Voilà. Et c'est ça que tu cherches. Et c'est ça que je cherche. Bien sûr, c'est ça que je cherche. C'est ça qu'il faut rechercher. Au lieu d'une mise en scène toute bien propre, bien huilée, bien faite, c'est ça. Donc c'est le hasard, mais précisément. Mais à côté de ça, on peut dire que de toute façon, le hasard n'existe pas. Bon, alors on escompte des hasards, sachant qu'ils n'existent pas, on l'escompte, on l'attend, quelquefois on ne sait pas le voir. Moi, j'essaye d'être perceptible à ça et de le voir quand il est là. Mais quand tu dis, enfin, tu lui fais quand même, tu lui fais une place, tu lui fais une voix. Quand tu dis, je dis sur le film L'Authentique Procès, je dis à l'acteur de regarder à droite, de regarder à gauche, sans indication psychologique particulière. Surtout pas psychologique. Voilà, surtout pas psychologique. Alors, tu lui demandes ça parce que tu as déjà le montage en tête ou parce que tu te dis, j'en sais rien ce que sera le montage, mais ça m'ouvre des voies pour le montage. Si je dis à la normande, les deux à la fois, c'est pas recevable, ça. C'est pas recevable. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire là? Parle-moi du montage, de cette expérience-là, qui pour toi a l'air... Enfin, je le disais tout à l'heure, tu as consacré un film entier à cette question, et tous tes films, d'une certaine manière, le montage se voit, on en parle, il en est question. Qu'est-ce que tu espères du montage quand le tournage a eu lieu? Qu'est-ce que tu en attends? C'est vrai que le montage préexiste. Il y a presque une condensation du temps, un raccourci du temps. En réalité, même si le montage se pratique sur une longue durée, qui est nécessaire, c'est absurde ce que je veux dire, mais le montage est inclus dans l'instant même du film. Est-ce qu'on pourrait dire que le film n'est qu'un instant? Il n'est qu'un instant présent, et on le décompose, il se décompose au montage, mais le montage a préexisté d'une part au tournage, et d'autre part a coexisté avec le tournage. C'est vrai que en faisant le film, je pense montage, je sais que la chose va se présenter de telle manière, mais souvent, ça se dément.
il ne faut pas avoir peur de démentir ce qui a été prévu et de modifier le projet. Enfin, tout ça est plein de contradictions. Mais il faut assumer ces contradictions. Il faut aussi les vouloir. Il faut un film, j'ai dit que c'était une assesse, un film, c'est une dialectique. Un film, c'est le heurt c'est le heurt des images, c'est le heurt des sons. Un film est un conflit. Je sais pas, on peut dire beaucoup d'un film, une assesse, un conflit. Bon, ça n'aura rien à voir, mais c'est des choses tellement différentes et tellement tellement concomitantes, tellement qui se réunissent, qui se jouxtent, je sais pas, c'est plein de choses. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'un film est vivant. Enfin, ce n'est qu'un objet. Ce n'est qu'un objet. Quand on dit le cinéma, c'est la vie, tout ça, non, c'est un objet politique. J'insiste sur ce terme, qui ne paraît pas forcément tout à fait adéquat, mais c'est cela. C'est parce que ça concerne l'homme de la cité, ça concerne le spectateur, ça concerne l'individu spectateur. En cela, il est politique. Et tu as l'impression que le montage, c'est le moment où tu as le plus de chances d'accéder à la dimension politique de chacun? Que c'est là que ça se joue? Oui, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Bon, il faudra voir le film en tout cas, mais ça se présente dans Cello, où il y a toutes sortes de digressions, toutes sortes de... on pourrait dire que tout tombe comme un cheveu dans la soupe, mais c'est volontaire. Hein, ça l'était déjà à l'écriture du film. C'est-à-dire que j'ai écrit le film par petites séquences. Aussi intéressant de cette chose, par petites séquences dont je me disais que j'allais les organiser dans une sorte de chronologie, de progression, etc. Et puis, au montage, avec Agnès Mouchel, qui est dans la salle, qui est la monteuse actuelle du film, on conserve cette non-chronologie, on conserve ce qui est à l'origine, mais on conserve cela avec des brisures, des ruptures, avec des choses qui provoquent et qui sont, je dis un cheveu sur la soupe, qui sont du coq à l'âne, des choses qui surprennent et qui entretiennent, me semble-t-il, l'attention et l'attention du spectateur. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait, bien que ce soit un long tunnel, je ne crois pas qu'il y ait d'ennui dans ce film. On est pris dans un rythme. Le tunnel, c'est un peu moi. Je parle beaucoup dans le film et je parle de cinéma essentiellement, ou d'une manière métaphorique, ou en parlant d'événements actuels, en faisant des réflexions politiques, etc. Et le tunnel, ça serait moi. Mais ça pourrait être moi, mais il y a le contrepoint des comédiennes, dont une n'est pas comédienne. Et le jeu de non-comédienne qu'elle peut avoir m'a intéressé. À côté du jeu très comédienne, mais pas dans un sens péjoratif, de Lucienne Deschamps, qui est la comédienne, on va la voir dans Je meurs de vivre, qui est la comédienne... C'est un mauvais mot, mais comme fétiche, c'est-à-dire que je travaille avec elle depuis pas mal de films, et j'irai jusqu'à dire
quand j'ai dit que la mise en scène n'existait pas, c'est qu'on a une telle connivence que je pense qu'il ne serait peut-être pas logique, enfin c'est un peu facile de le dire, mais que je devrais partager le terme de mise en scène ou de réalisation avec elle, parce que je crois qu'elle apporte autant que moi-même, autant que j'apporte quelque chose, ou que le hasard apporte quelque chose, ou que l'esprit qui nous domine apporte quelque chose. Elle est autant responsable du film que moi. Et la plupart du temps, on n'a pas à se dire les choses, à se dicter les choses. Je ne sais pas, j'ai tourné avec Emmanuel Riva tout de suite après, avec un film que je renie, pas totalement. Il y a une part de moi quand même. C'est le film que tu as réalisé après Une simple histoire. Après Une simple histoire, le 8e jour, je suis tombé dans l'engouement de la nouvelle vague. J'avais plusieurs producteurs à la fois qui me sollicitaient. Bon, ça s'est jamais reproduit. Tu les as d'emblée déçus, quoi. Oui. Et en tout cas, Riva me demandait, mais dans quelle psychologie est-ce que je joue ce personnage ? Moi, je lui demandais, bon, évidemment, elle venait du théâtre, elle n'avait pas l'habitude, tout ça, mais elle surjouait. Je me permets de dire, si on revoit Hiroshima, on s'apercevra qu'elle joue énormément, qu'elle est grimaçante, etc. Et en fait, c'est ce que je lui demandais d'être, sans trop grimacer, mais je lui demandais une geste, mais pas une psychologie, parce qu'elle m'a demandé, et quelle est la psychologie de cette femme ? Mais je ne sais pas dire, moi, quelle est la psychologie de cette femme. Tu la connais pas plus qu'elle ? Je ne la connais pas plus qu'elle, enfin, Cela dit, sur les grimaces, je te le dis parce que je sais que tu adores Dreyer et que tu adores Bresson, et que quand tu as fait Jeanne aujourd'hui sur Jeanne d'Arc, on voit une image de Falconetti, donc on voit une image de Dreyer, et on sait l'amour que tu as du Bresson et d'un condamné à mort s'est échappé, en particulier. Oui. Et Bresson, tu sais à Bresson, on lui a demandé ce qu'il pensait de la Jeanne d'Arc de Dreyer, qui est filmée en gros plan tout le temps. Il a dit, ce festival de grimaces. Ah bon ? Ah ben je ne savais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, tiens, ça me permet de dire que la présence de Falconetti, moi j'adore le film de Dreyer, on ne peut pas ne pas aimer. La présence de Falconetti, c'est un ami proche là-bas, ça a été tourné dans le coin où je vis, où je me suis retiré, dans l'Aube, à 10 km des terres de Champagne. Un ami de Provins qui est un peu collectionneur avait retrouvé une collection de ciné-revues, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Ciné-monde ou ciné-revue ? Quelque chose dans ce goût-là, enfin, une revue qui n'a plus existé. Revue de l'entre-deux-guerres. Dans les années 30, tout ça. Et il y avait, je m'en suis servi, moi j'ai sauté là-dessus. Je n'aurais peut-être pas eu l'idée d'utiliser le portrait de Falconetti, mais j'ai décidé de la mettre dans le film. Enfin, Jeanne aujourd'hui. C'est donc une espèce de hasard. Il m'a dit, tiens, j'ai cette revue. Mais en même temps, cette revue m'a permis, dans la même revue, il y avait un entretien avec Dreyer, et il y avait aussi un entretien avec un autre cinéaste, et ça peut-être tu peux rétablir les choses, un autre cinéaste qui, la même année que Dreyer, j'ai oublié son nom. Marco de Gastine. Voilà. En 1928, il fait un film qui s'appelle La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, qui est un film qui a énormément compté pour Chris Marker. Ah bon, mais il compte aussi beaucoup pour moi. Parce que, en ayant lu cet entretien, j'ai voulu, et par miracle, il s'est trouvé un DVD, le dernier qui restait dans une Fnac. Non mais c'est extraordinaire. J'ai donc vu ce film qui est aussi beau que celui de Dreyer, qui est très très beau. Mais on a parlé de celui de Dreyer, mais celui-là, on l'a escamoté. Oui, il en a souffert. Enfin, il a été éclipsé par celui de oui, il a été éclipsé. Et en plus, il y a une Jeanne d'Arc qui est superbe, et une femme qui est d'une beauté
extraordinaire. Peut-être dire une bêtise, je crois Mais qu'elle c'est- s'appelait Simone de Genevois, il me semble. Peut-être, je sais pas, j'oublie les noms. Elle est merveilleuse, cette actrice. Et non pas parce qu'il a choisi une belle actrice, mais parce qu'il a choisi un personnage qui correspondait. Enfin, c'est aussi valable. Ce sont ce sont des jeunes antagonistes, enfin pas vraiment antagonistes, mais qui sont très différentes, mais qui ont chacune leur valeur. Enfin, voilà, je me suis retrouvé, on va voir, je crois, un extrait de ma Jeanne. Je me suis retrouvé pris entre ces deux grands hommes, dont un n'a pas eu la réputation qu'il aurait dû avoir. On regarde peut-être d'abord un extrait, tu en as parlé, on verra Lucienne Deschamps. On regarde d'abord un extrait de Je meurs de vivre. Oui. Peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de regarder l'extrait de Jeanne d'Arc, parce que je voulais qu'on donne aussi la parole aux spectateurs. Oui, bien sûr. Mais voyons déjà Je meurs de vivre, et puis on en parle ensuite. Est-ce qu'alors, moi j'aimerais bien qu'on montre aussi Jeanne. Est-ce qu'on ne peut pas enchaîner les deux extraits et parler du tout après ? D'accord. Dans une pièce, il y aurait 2 fenêtres par où entrerait une grande lumière. Même si elle entre divisée, il ne se fait qu'une seule lumière. N'aurons-nous de commun que notre cimetière ? Pourquoi ne pas nous retrouver avant ?
Ce 21 février, en ce présent d'hier, d'aujourd'hui, de tous les temps, en ce moment où nous sommes, mon procès commence. Ce 21 février, il n'a cessé au d'être, présent d'hier, et les bûchers de brûler. d'aujourd'hui, de tous les jours, de tous les temps. En ce moment où nous sommes, le procès de Jeanne d'Arc commence. Il n'a cessé d'être, et les bûchers de brûler. Je ne pourrai pas venir te rejoindre demain. Il faut que je t'explique. Tu répéteras sans moi et sans réplique les paroles de Jeanne. Il faut avancer dans notre projet. Tu me dis, n'imite pas les attitudes des autres Jeannes, celles des autres films. Comment être Jeanne après toutes les Jeannes? L'ouragan se déclenche, progresse, il se transforme, violent. Des hommes armés s'en emparent, en prennent le relais, et l'on ne perçoit plus le passage des rafales de la tempête aux rafales automatiques. L'ouragan se calme, les hommes continuent de tirer. Ils attendent que le prochain ouragan vienne achever de détruire ce qui n'est plus à détruire. Je m'appelle Jeanne. J'ai 19 ans. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de ne dire que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Réfugiés au fond de leur cave et d'eux-mêmes, ils ne savent pas encore que l'obus qui les a choisis va bientôt interrompre et prolonger le froid qui a commencé de les saisir. Des hommes au visage nu ne donnent aucune chance d'être reconnus de celui, celle dont le regard étonné ne peut voir le mince filet rouge que le couteau trace sur sa gorge offerte, tendue. Comment serait-elle accueillie? Peut-être encore ne saurions-nous pas la reconnaître et l'accueillir. Il y a peut-être, je ne sais pas, s'il est venu, il m'avait envoyé un mail, un homme qui s'appelle Ali Moubarak, qui devait venir de Londres, mais je ne sais pas s'il a pu venir. Enfin, il semble qu'il ne soit pas là.
On a correspondu, il a découvert mes films sur Internet, dans ce site qui a été fait, où mes films sont offerts. Macinémathèque.com. Macinémathèque.com. Et il se trouve que beaucoup de gens dans le monde ont pu voir mes films comme ça et que j'ai fait amitié avec eux et que même, n'ayant plus moi-même de traces d'Octobre à Madrid, un de ses correspondants espagnols qui doit, je crois, assister à une de ces séances, qui viendra, mais qui n'est pas là aujourd'hui, il m'a fait savoir, cet homme m'a fait savoir qu'il avait des copies de mes films. Je ne sais pas, je sais que mes films circulent, et pour moi, j'en suis gratifié sans que je le sache. Enfin, j'ai des films piratés, j'ai perdu une copie d'un film qui s'appelle L'arbre qui gémit, je l'ai oublié quelque part, peut-être dans une cinémathèque, et je crois qu'on l'a gardé. Mais si on doit le projeter, tant mieux. Si c'est pas pour le thésauriser, comme ça, le mettre dans un coin, ça sera bien. Donc j'ai pu récupérer, je ne lui ai pas demandé, mais je vais le rencontrer, je sais qu'il va venir. J'ai pu récupérer un DVD d'Octobre à Madrid, dont des copies existent par ailleurs, mais moi je n'avais plus aucune trace, et il m'a fait parvenir un très bon exemplaire de Octobre à Madrid. Enfin, c'est étrange, cette circulation comme ça. Mais ton œuvre, elle s'est toujours un peu diffusée comme ça. On disait à une époque diffusion alternative, c'est-à-dire que tu as toujours eu des difficultés. Là encore, c'est normal, toute la chaîne de la transgression est respectée. Tu as toujours eu beaucoup de mal avec la diffusion, ou les diffuseurs ont toujours eu beaucoup de mal avec ton œuvre. Donc on ne peut pas dire qu'elle a été diffusée selon les canons habituels de la distribution. Voilà. Donc il est bien et sain qu'elle voyage en contrebande ou de manière alternative, ou, oui, en contrebande. Ou dans des festivals ou dans des cinémathèques. C'est pour ça que c'était important aussi de rassembler ton œuvre. Oui, pardon, Bernard. Oui, c'est là que se situe, sinon je fais oublier de dire cette chose, c'est là que se situe la véritable censure. La censure n'est pas celle que l'on dit, celle que l'on nomme. La censure n'est pas en amont. Non, elle est plutôt en amont. Non, mais attends. Elle est plutôt en aval. Elle est plutôt en aval. C'est-à-dire que c'est la circulation des films qui est interdite. Et là, il y a une grande tartufferie à ne pas dire cela, à dire ah ben tel cinéaste est empêché de faire son film. Il n'y a pas d'empêchement véritable. Le désir du film l'emporte sur toute chose, est plus fort que n'importe quel empêchement. Et je ne sais pas si c'est anecdotique, est-ce que c'est en rapport avec ça, mais je vais dire, en 68, le FR3 m'avait demandé, Pierre-André Boutan m'avait demandé de faire un film où c'est moi qui ai proposé, enfin on en a parlé, et il a produit cette chose. C'était un film intermédiaire avant que ne se fasse l'hiver. L'hiver se tournait à Bruges. Je n'avais pas la certitude d'avoir l'argent pour faire l'hiver. Néanmoins, j'ai voulu tourner un film autour de la vedette qui devait être la protagoniste avec Michel Lonsdal du film l'hiver, qui s'appelle Tiziana Sifi, qui était prof de latin à Venise. Et elle était le lien, le prétexte pour montrer, présenter des peintures flamandes et des peintures vénitiennes. Bon, j'étais allé comme en éclaireur à Venise, et puis une équipe de l'ORTF, à l'époque, oui, est-ce que c'était FR3, je ne sais plus vraiment. Enfin, c'était en 68 en tout cas. Et bon, je suis allé à Venise, parce que j'aime Venise, comme tout le monde, et parce que j'ai eu envie d'être là, et
Je dis au passage comme ça que j'ai aussi besoin d'une imprégnation de mes sujets, de mes films, une très grande imprégnation sur différents plans. Et bon, une équipe qui tournait quelque chose, je ne sais pas, sur l'industrie automobile, peut-être à Turin, une équipe de l'ORTF ou de la FR3, devait me rejoindre. Et puis, j'ai reçu un coup de fil. On m'a dit, faut rentrer parce que c'est anecdotique, hein, bon, ce que je raconte. Faut rentrer parce que l'équipe de télévision s'est fait voler tout son matériel à Turin, quoi. Bon, ils avaient laissé leur matériel dans une voiture et puis voilà. J'ai dit mais c'est pas grave parce que moi j'ai commencé de faire un travail photographique et s'il le faut, je ne ferai qu'un film à partir de photos. Effectivement, j'avais commencé des photos avec un 6.6 à l'époque, avec un Samflex, c'était même pas un Rolleiflex, enfin bref. Et voilà, j'avais parcouru Venise, et puis on m'a dit non, il faut rentrer, mais on vous promet qu'on vous renverra avec une autre équipe. En fin de compte, j'y suis retourné, on m'a effectivement envoyé, et on m'a donné une équipe. On m'a donné une équipe italienne, enfin voilà, et j'ai tourné ce film dans lequel il y a eu j'ai reproduit des photos que j'avais faites. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a pas de véritable empêchement. C'est la même chose à New York. J'avais une caméra toute neuve, une Beaulieu, tout ça, mais qui est tombée en panne. Mais je ne me suis pas désespéré, je ne suis pas fataliste et je n'ai pas dit oh mon Dieu, non. Je me suis mis à faire des photos, je me suis mis à enregistrer des sons. L'enregistrement avec un chauffeur de taxi à New York, un chauffeur de taxi d'origine tashkente, juif tashkente. C'est fait avec, je ne sais plus ce que j'avais, une espèce de petit magnéto qui... aujourd'hui, on en fait de merveilleux de ces petits magnétos, mais c'était rien du tout. Mais ce son, je l'ai récupéré. Enfin, je me suis pas dit, tiens, je vais pas le filmer. Alors, je l'ai photographié, cet homme. Et puis, je me suis servi du son que j'ai enregistré avec lui, où il m'a raconté sa vie et qu'il avait un oncle qui faisait, je ne sais plus, du cinéma là-bas, enfin, qui était encore là-bas. Lui s'étant exilé. Enfin voilà, c'est pas vrai que, à la limite, sans pellicule, sans rien, mais je sais pas. Ce que je disais j'exagère, mais tu as fait un film avec un téléphone portable, donc ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas d'empêchement à faire un film quand non. Le désir est là, quoi. Quand on me dit qu'il y a censure, je dis que ce n'est pas vrai, qu'on se crée des interdits qui ne sont pas. Voilà. Alors, mon propos peut paraître excessif. Mais en revanche, en aval, tu en rencontres de la censure. Mais en aval, oui. Et j'ai cessé de demander des aides, de proposer des scénarios et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai continué de fonctionner en autarcie et que je continue de fonctionner en tournant mes sujets, quels qu'ils soient. Je les tourne dans cette maison que je loue à la campagne depuis une trentaine d'années, où je m'installe maintenant, et où j'ai tourné autant Je meurs de vivre que Jeanne aujourd'hui. C'est une comédienne qui répète à huis clos les minutes du procès de Jeanne, enfin, avec des excursions, je ne trouve pas le mot tout de suite, mais à l'extérieur, avec ce petit étendard filmé avec en arrière-plan les remparts de Provins qui sont reproduits sur une télévision en noir et blanc, avec un petit cheval grand comme ça, acheté au bazar de l'hôtel de ville, qui était un bazar d'artistes, enfin, c'est dans la section où il y a des mannequins, des trucs, des machins pour eux. Et j'ai animé, enfin, on a animé ce cheval, ce petit cheval. Enfin, je m'égare un petit peu parce que je voudrais dire beaucoup de choses en même temps et que les choses se bousculent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des films. J'avais pas de vrai cheval, j'avais pas les moyens et je pense que cette cavalcade avec ce petit cheval qui s'anime tout d'un coup, qui est posé sur sa table devant elle quand elle répète, qui est sur sa table de travail,
eh ben, il vaut toutes les cavalcades imitées, faites, refaites avec de vrais chevaux et tout ça, quoi. Et puis c'est l'association aussi de certains bruits avec des images qui ne sont pas donc synchrones. Enfin, c'est des associations qui arrivent à créer le film. Je sais pas, j'avais un exemple, mais qui m'échappe là, qui m'échappe parce que je vois le temps passer. Mais te crispe pas avec le temps. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Ce que je propose, c'est que là, de toute façon, il faut qu'on libère la salle. Tu sais que ce court moment dure depuis 2 heures. Je sais que pour toi, 2 heures, c'est pas grand-chose. Ce qu'on va faire, on va se retrouver tous sur la mezzanine, puisqu'on s'y retrouve autour de ton livre, Cinéma Cinéaste. Et là, on continue à discuter. Là, on te pose d'autres questions. Et là, les choses te reviennent. Et là, tu as encore un peu plus de temps. Ça te va, ça? Je sais que ça ne te va pas, mais tout le monde... Ça me va, à défaut de... À défaut de... Bon, et ben alors à défaut, il est d'accord. Voilà, je le remercie et je vous remercie. Bravo.